TDI, Patrick Sébastien. Regarde, les hommes changés. Patrick Sébastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, imitateur, devenu animateur de télévision et de radio, producteur, découvreur de talents, empereur de l'audience, roi des parts de marché, également président du club de rugby de Brive, que vous avez... Auteur de théâtre, comédien de théâtre. C'est vrai, chanteur, auteur de nombreuses chansons. Dessinateur. Ça m'arrive aussi. Auteur de pas mal de livres. On s'en souvient, vous aviez abusé tout le monde sous le nom de Joseph Lubski. C'était l'auteur des cellules de Zarkane. Je suis assez content parce que j'ai appris récemment que peut-être, mais tu sais, là, il faut mettre des gros points d'interrogation. Ça va peut-être se faire au Cinoche. Vous aviez abusé tout le monde parce que personne ne savait que c'était Patrick Sébastien qui se cachait derrière Joseph Lubski, qu'on voyait à la télévision rasé. C'était une aventure. Je me demandais d'ailleurs comment vous faisiez pour redevenir Patrick Sébastien pour présenter le plus gros cabaret du monde. Il fallait que vous vous déguisiez en Sébastien. Exactement, c'est ce qu'on a fait. On a fait un très beau reportage qui n'a pas marché du tout à la télé, mais forcément. Tout ne peut pas marcher, même quand c'est signé Patrick Sébastien. Non, mais justement, parce que tout ce que j'ai fait qui était un petit peu plus intimiste, un petit peu plus complexe, c'est pas ce qu'attend mon public, donc je leur donne ce qu'ils attendent. Non, on a fait un très beau reportage parce que c'était toute une aventure de 2 ans. Qui a commencé par l'écriture, le vrai but étant d'aller au bord de la schizophrénie, mais vraiment limite au point et de s'arrêter juste avant de tomber de l'autre côté. C'était ça le but ou c'était pas plutôt d'emmerder les journalistes qui veulent pas vous reconnaître de talent? Non, pas du tout. Moi j'ai toujours été fasciné par le film que j'ai fait, qui s'est fait démonter par tout le monde avant que les gens me redécouvrent maintenant et qui trouvent bien parce qu'ils n'ont plus la caricature. En 1999, ça s'appelait Thème. Ça s'appelait Thème, ça se passait dans un asile. Je suis toujours été fasciné par ça, par les limites de la raison et de la folie. Et donc je me suis dit, je vais écrire ce livre, je vais déjà me mettre dans la peau de quelqu'un qui écrit un livre très sérieux. J'ai inventé une histoire à l'auteur. C'est-à-dire Joseph Lubski, je lui ai inventé toute une vie, toute une histoire. Un passé, entre autres, de longues années en prison. Hein. Voilà, et l'idée c'était, on va aller faire la promo de ce truc, et puis surtout, je vais changer totalement mon physique, je vais perdre 10 kilos, je vais me raser, je vais rentrer dans sa peau, je vais abuser les gens, effectivement, mais surtout, je veux aller voir jusqu'à quelle limite... à quel moment on tombe dans la folie. Et ça m'a vachement intéressé parce que je suis allé au bord, mais vraiment à l'extrême limite. Et ce qui m'a fait revenir, c'est l'amour des gens qui étaient autour de moi. Alors, je parle beaucoup d'amour, mais en fait, ça m'a fait comprendre, j'en ai parlé avec plein de psy, d'avocats, après tout ça, tous les grands criminels, sont des mecs qui manquent, tous ceux qui dévient, tous les schizos comme ça, c'est des gens qui manquent d'amour à l'extérieur. Si t'as personne pour te raccrocher à l'extérieur, à partir du moment où tu parles là-dedans, tu y restes. Et j'aurais pu y rester d'ailleurs, c'était très dangereux ce que j'ai fait. Mais c'était pour l'expérience. Et il en reste donc un livre, et il en reste un film où on a tourné toute la transformation et toute l'évolution. Film documentaire. Donc. Un film documentaire où j'ai la tête qui pète et où à un moment, je me suis assis dans mon bureau pour m'attendre, quoi. Et avec des choses assez étonnantes, avec ma femme qui m'a dit que le mec qui lui avait fait le mieux l'amour, c'est l'autre. C'est Lubski qui dit des trucs étonnants. Et je me déguisais en moi, effectivement. Et il y avait toute cette... Vous mettiez une perruque donc pour présenter le plus grand cabaret du monde. Ouais, je m'étais fait faire une perruque de moi. Et je savais qu'en plus, quand je couperais ses cheveux, je les relaisserais jamais pousser. Parce que depuis toute ma vie, j'ai eu les cheveux longs, et puis peut-être plus tard, très tard, je les laisserai, mais là, je les ai pas laissés pousser depuis. Mais c'était fou j'étais dans les deux, parce que je me suis enfermé pour comprendre l'enfermement, je me suis enfermé pendant 15 jours dans une cave, sans rien, c'est un vieux copain de Tollard qui m'a dit, si tu veux comprendre l'enfermement, si tu veux rentrer dans la peau de ce mec qui a vécu 18 ans en prison, il faut que tu t'enfermes, tu vas comprendre. Et je me suis enfermé pendant 15 jours. Et là, je suis ressorti après. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, un vrai truc de fou qui m'a... Mais vraiment enthousiasmant. Un truc... J'ai 2 expériences télé comme ça, celle-là, et puis quand j'ai fait de l'autre côté du miroir, où je recevais des gens... par exemple, il y avait Patrice Dard avec Frédéric Dard, où j'avais pris la gueule complètement, la personnalité de Frédéric Dard. Je suis dans son bureau, on a recréé le bureau et on fait venir Patrice qui m'appelle papa, quoi. Ça, c'est des choses, c'est ce qui a le moins marché en télé, d'ailleurs, mais c'est les choses qui m'ont passionné le plus.
Patrick Sébastien, vous venez de publier un livre chez Florent Massot sur la mort de votre mère. Le livre s'appelle « Tu m'appelles en arrivant ». J'aime pas beaucoup dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je trouve que ça regarde personne et que je suis personne pour recommander à qui que ce soit de lire un livre. Mais en l'occurrence, je l'ai lu pendant toute la nuit et je dois dire que j'y ai trouvé plus d'émotion, d'humanité, de suspense, de lucidité et de style que dans les 25 derniers prix Goncourt. Vous allez me dire que les 25 derniers prix Goncourt, c'est pas franchement une référence. Mais franchement, votre livre, c'est beaucoup mieux. Ça m'a sacrément épaté. Écoute, je regarde les commentaires sur ce livre. Moi, je vais pas dire que ça m'étonne pas. C'est pas à ce point-là, mais je veux dire d'abord le sujet. Toute ma vie, je me suis battu contre les préjugés et les a priori. Tous les articles qui sont faits sur mon livre commencent par « L'inénarrable auteur du petit bonhomme en mousse et des serviettes nous étonne ». Je crois que ton émission s'appelle Regarde les hommes changer. Regarde les hommes changer. Je pense qu'on change pas. On a une nature. On en montre ce qu'on veut. Moi, j'ai fait un hold-up dans ce métier. J'ai fait un hold-up. Fallait bien que je mette une cagoule. Je suis tombé sur un prof de philo parce que je voulais être prof de lettres, qui m'a dit il faut penser à vivre. Il faut pas vivre pour penser. Il avait peut-être tort, il avait peut-être raison, je sais pas, mais c'était un pochetron, c'était un joueur de poker, et il m'a dit profite de la vie, faut que tu vives. J'étais un peu épicurien, il me dit faut que tu profites des plaisirs, et puis tu seras sérieux en guise de loisir. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens font des métiers sérieux, et les loisirs sont légers. Moi, je fais un métier léger. Et mes loisirs, c'est ça, c'est d'écrire parce que c'est mon sport préféré. J'adore l'écriture, j'adore les mots. Je passe mes nuits à faire des mots croisés compliqués. Je trouve que c'est une gymnastique formidable. J'ai une idole qui s'appelle Michel Laclos, qui fait les mots croisés. Verbicruciste, donc. Et je suis verbicruciste aussi. Vous fabriquez donc des mots croisés. Aussi. Je fabrique aussi à mes heures perdues. Quand il me reste 1 heure dans la nuit, je fabrique. C'est passionnant. Et comme dit Michel, c'est une grille de mots croisés compliquée comme il les fait. C'est un crime et il faut trouver l'énigme, il faut trouver la solution. C'est tant que t'as pas décroché, c'est fascinant. Et je salue mon ami Michel. Et c'est vrai que ça, justement, les mots croisés, c'est un training formidable pour la tête. C'est-à-dire comme des gens font des footings avant d'écrire un bouquin, avant d'écrire quelque chose, je fais des nuits entières de mots croisés qui fait qu'après tout coule tout seul. Patrick Sébastien, quand vous dites je fais un métier léger, vous parlez de votre métier d'amuseur, d'animateur de télévision, d'animateur de radio, ouais. Comme si ça n'était pas difficile. Vous savez bien qu'on peut faire des chefs-d'œuvre dans ce domaine de la légèreté, et qu'on peut être effroyablement ennuyeux sur une scène de théâtre. Ouais, mais la légèreté, la futilité, elle me vient. Le goût pour ça me vient tout simplement de ce que je raconte dans le livre, de ces années province. C'est ma culture, j'y peux rien. Je serais né en banlieue, je ferais du rap, quoi. Je taguerais les murs, mais je suis né dans un sud-ouest où on n'avait pas d'argent, où on bossait difficile, et la seule soupape qu'on avait, c'était les balles, c'était le léger. On n'avait pas envie de lire des livres. Mais c'est difficile, ce que je veux dire, de faire du bon léger. C'est difficile de faire le plus gros cabaret du monde. Non, mais je trouve que ici à Paris, comme si on était à l'étranger, les mecs sont très sévères sur le divertissement. C'est très dur, le divertissement. C'est très difficile à faire. C'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, c'est très difficile à faire. Faut pas tomber trop bas, faut pas monter trop haut, faut être à la portée de tout le monde. Heureusement, la télé est un instrument moyen. Donc ça va. Le livre est un instrument beaucoup plus intime. Moi, j'ai choisi la télé parce que il faut arriver à rogner le bout d'en haut et le bout d'en bas. C'est-à-dire que si t'es trop bien, si t'es trop pointu, tu passes pas. Si t'es trop bas, tu passes pas non plus. Tu t'adresses à des intelligences différentes, à des gens de niveaux sociaux différents. Donc, il faut que tu rognes. Il faut être moyen. Et je suis pas mal dans le moyen. J'aime bien être dans le moyen. Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Patrick Sébastien, dans ce livre, qui je le rappelle s'intitule « Tu m'appelles en arrivant » sur la mort de votre mère. Je précise quand même que c'est le seul livre que j'aurais aimé ne pas écrire. Certainement, puisqu'il est question de la mort de votre mère, mais il est aussi question de vos rapports extrêmement étroits pendant toute votre existence. C'est ma plus belle histoire d'amour. Oui, c'est ce que vous dites et c'est ce que vous montrez dans ce livre, mais en même temps, vous y pratiquez ce que vous appelez vous-même l'exposition publique et qu'on pourrait vous reprocher. Vous l'aviez fait pour la mort de votre fils, d'ailleurs. Non, ça j'avais pas fait. Un autre livre, ça avait donné un livre aussi. Le livre qui était après. Mais tu sais, toutes ces choses-là, je pense d'abord que toute œuvre artistique, si tant est que c'en soit une, est autobiographique. Que ce soit un peintre, je sais pas, toi qui aime la peinture, qui aime ça, je pense que chaque peintre met de son intimité, met totalement son intimité dans un tableau, et même quelqu'un qui écrit un roman, il y a forcément de lui. Là, c'est effectivement un trou de serrure, et
j'hésitais, je voulais pas le publier. Quand j'ai commencé à écrire, je l'ai écrit en exutoire, comme la plupart des gens à qui il arrive ce genre de malheur. Vous dites c'est une psychanalyse de luxe. Ah oui. Parce qu'il faut de la notoriété pour pouvoir effectivement raconter la mort de sa mère. Et j'explique aussi que je préfère cette psychanalyse-là qu'un psy seul. J'ai la chance, dans les médias, de pouvoir user de ça, de pouvoir en parler, ce que je faisais aussi sur scène. Sur scène, on met nos douleurs aussi sur scène dans nos spectacles. Et c'est une psychanalyse de groupe en plus qui fait que tu n'as pas affaire à un seul individu, mais à une masse. Et c'est plus aisé que d'une personne en face de toi. Il faut de toute façon. Moi, je l'ai écrit au départ quand j'ai appris un mois et demi avant, je savais qu'elle était malade, elle avait un truc qui s'appelle la maladie de Vaquez, qui est une maladie rare, mais qui au bout de 14-15 ans, on n'a pas de solution. Enfin, il y a peut-être quelques solutions, je dis ça, s'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont, ça peut très bien se passer aussi, mais enfin, et un mois et demi avant, j'ai appris comme ça que le Toubib m'a dit, j'ai fait confiance, ça va pas dépasser 2 mois. Et j'ai eu le besoin d'écrire, de raconter notre histoire, sans vouloir absolument le publier. C'est après, une fois que je l'ai fini, que je l'ai fait lire à des copains, et les copains m'ont dit, il faut que tu le publies parce que ça fait du bien. Parce que à la sortie de ce bouquin, tout ce que j'y raconte, que j'avais pas anticipé du tout, je pouvais pas imaginer une seule seconde qu'à la mort de ma mère, je verserais aucune larme, que j'aurais aucun désespoir, aucune tristesse, et que elle viendrait autour de moi. Enfin, quand je dis elle, attention, c'est pas une âme, j'ai pas des fantômes. C'est-à-dire que ça a conforté mon idée, comme quoi la force d'amour qu'on crée autour d'une personne qu'on aime vient se poser autour de vous quand la personne s'en va. Alors ça remet en cause toute la religion. Ça veut dire que moi je trouve qu'on nous a bourré le mou depuis 2000 ans en nous disant que quand on perd quelqu'un, tout s'en va. On perd la matière, et puis on va retrouver l'âme qui va aller au paradis, là-haut, ou en enfer, là-bas, si on est bien sage. Et moi, je pense qu'on perd la matière, effectivement, qui n'est que de la matière, mais que la force d'amour qu'on a installée reste ici, autour. Et c'est très encourageant, parce que je vais rester autour de mes gosses. Et je l'ai senti vraiment. Et aujourd'hui, j'avais peur du contre-coup. Je parle de ma mère qui était mon amour absolu, avec le sourire. Je redescends chez moi, je rentre dans sa chambre, sans douleur, sans souffrance. Alors qu'elle est morte en novembre, sans c'est manque, extrêmement récent. Et même c'est euphorique. C'est même euphorique, c'est-à-dire que j'ai quelque chose, je peux pas appeler ça elle, j'ai du mal à appeler ça elle, quelque chose autour de moi qui est sûrement la force d'amour qui était exceptionnelle qu'on avait installée entre nous qui me porte. Ça veut dire investissez, ça veut dire mettez de l'amour dans les gens qui vont partir et puis ça va rester autour de vous. On vous sent dans ce livre, Patrick Sébastien, et depuis l'enfance, vous décrivez vous-même, vous dites que vous êtes un bâtard. Il y a d'ailleurs un formidable suspense dans ce livre où vous vous demandez qui est votre géniteur. Ah oui, parce que j'ai appris des trucs en cours. Voilà, et vous nous les racontez dans ce livre. C'est-à-dire que... Il y a véritablement un vrai suspense. Ouais, je te coupe. En fait, quand j'écris, j'ai rien raturé. Hein. J'ai tout écrit, même les choses quand j'ai relu après qui me semblaient limite, tu vois, je me suis dit, bon, c'était l'instant, puisque j'ai décidé de faire ce livre sur l'instant, avec tout ce que je ressentais. J'étais entre les émissions de télé, le machin, j'arrêtais pas. Et puis j'avais en face de moi cette personne dont je savais qu'elle allait mourir, et elle ne le savait pas, apparemment. Donc c'est vrai que ça donne forcément... C'est forcément quelque chose de violent et de costaud. Après, la manière de l'écrire, c'est autre chose, mais j'ai essayé d'écrire mes émotions, de raconter notre vie, au passage, espèce de... On dit que les gens revoient leur vie avant de mourir, bon, j'ai raconté, parce que je voulais aussi que cette femme, il n'y a rien qui me fait plus plaisir aujourd'hui, je sais qu'on en vend beaucoup, de savoir que dans la mémoire des autres, des gens qui ne la connaissaient pas, elle reste exceptionnelle. Ça, c'est un cadeau fantastique que je suis en train de lui faire. Cette femme qui a été... Parce que la base de l'histoire, c'est une ouvrière d'usine, avec des gens qui lui crachent dessus parce qu'elle est enceinte à 18 ans et qu'on ne connaît pas le père dans un petit village en 1953. Et cette histoire de père, pendant des années, elle m'a dit c'est un tel, c'est le boucher du village dont j'étais amoureuse, il a fait l'amour le soir de son anniversaire, le 19 février, tu es né après, il n'a pas voulu te reconnaître. Et puis dans les derniers jours, j'ai appris qu'il y avait une autre histoire, parce qu'elle était très jolie, et qu'elle se serait fait, je mets bien le conditionnel, elle se serait fait coincer par 3 mecs qui l'auraient... on ne peut pas appeler ça un viol. C'est marrant parce que j'ai reçu sur quelqu'un qui a lu le livre et qui m'a écrit
une lettre hier en me disant, moi aussi j'ai vécu ça. Parce que je dis, elle a peut-être résisté, mais pas longtemps. Elle me dit, j'ai vécu exactement la même chose. Et donc, je serai le produit de ça, pas du boucher. Hein. Le boucher, il est hors du coup. Alors finalement... Mais il y avait aussi le rugbyman. Ça pourrait être aussi le rugbyman. Mais toujours est-il que vous ne le saurez jamais. Elle ne vous l'a pas dit. Elle vous a, d'abord, elle me l'a pas dit. Peut-être menti. Oui, mais c'est un mensonge d'amour. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait le boucher d'un côté qui lui avait fait l'amour. Il y avait ces mecs qui ont dû la coincer. Et je pense qu'au moment où elle tombait enceinte, elle ne savait pas. Et elle a choisi celui qu'elle aimait, qui était en dehors du coup, parce que c'était peut-être plus facile de me dire à moi que j'étais le fruit d'un amour avec un mec qui n'avait pas voulu, plutôt que ça. Et je pense aussi qu'elle en était convaincue, parce que c'était possible. C'est ça qui est marrant, c'est que c'était possible. Mais il y a plein de choses qui font que, il se trouve que le deuxième qui faisait partie de l'équipe, qui n'était pas un méchant, hein, mais il était marié. Celui-là, il n'a pas beaucoup de points communs avec moi. Il était poète, chanteur, dessinateur, c'est ça. Et je pense qu'à 14 ans, quand j'ai eu 14 ans et que j'ai commencé à montrer des dons artistiques, ils ont dû tous se poser la question en disant, c'est pas le fils du boucher, c'est pas possible. Mais elle a tenu jusqu'au bout. Mais il y a quand même des choses qui étaient bizarres. Elle n'a jamais voulu que je parle avec le boucher. Elle voulait pas. Elle me disait, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Je crois qu'elle s'est protégée. Mais elle était tellement exemplaire dans sa manière de me protéger, de m'apprendre la vie, de m'apprendre les valeurs, de dire mes enfants passent avant tout, je ferai tous les sacrifices du monde pour mes enfants. On a eu un amour sans câlin, sans je t'aime, jamais. Vous n'aviez même pas le droit de l'embrasser quand vous étiez petit. Non, c'est elle qui n'avait pas le droit. Les grands-mères à l'époque disaient, si vous embrassez les gamins, ça fait des PD. C'est très con. Hein. Surtout que vous viviez entouré uniquement de femmes à l'époque. Hein. Une grand-mère, une mère, 2 arrière-grand-mères et 5 tantes. Et c'est pour ça que je cache bien, je m'amuse à cacher cette sensibilité hyper féminine que j'ai eue autour de moi qui m'a vraiment... Et je continue à ne travailler pratiquement qu'avec des femmes. J'ai beaucoup plus confiance. Quand la grand-mère interdisait à votre mère de vous embrasser... C'est bien loin de l'image traditionnelle que je peux avoir. Certes, mais quand elle veut empêcher votre mère de vous embrasser ou de dormir avec vous, est-ce que c'était explicite? Elle disait c'est pour pas en faire un homosexuel? Elle pensait que c'était comme ça. Les grand-mères, non, elle disait pas homosexuel, elle disait ça fera pas un vrai homme. Si on lui fait trop de câlins, ça fera pas un vrai homme. Mais elles étaient comme ça, les grand-mères. Et bon, c'était comme ça. Mais ça manquait pas d'amour. L'amour était pas dit. Il était dans les yeux, il était dans les gestes, dans les actes. Avec ma mère, on s'est jamais... je t'ai dit, on s'est rarement embrassé. Je l'ai jamais appelée maman. Je l'appelle maman depuis qu'elle est plus là seulement. Et quand je partais de la maison, j'ai jamais embrassé. Mais on s'appelait 3 fois par jour. Ça fait 30 ans qu'on s'appelait 3 fois par jour. Et qu'il y avait une espèce de veille sur moi, quelque chose de... On n'avait pas besoin... C'est un amour qui n'a pas besoin de preuves. Qui n'a pas besoin d'étreinte. Toujours est-il, Patrick Sébastien, qu'en dépit de tout cet amour que vous avez reçu et dont on voit bien dans le livre à quel point il était fort, vous êtes en guerre. Tu sais. Vous êtes en guerre depuis le début. Alors, est-ce que votre mère était-elle elle aussi en guerre? Alors, cette guerre, vous la menez contre qui? La guerre, je la mène contre... Quand ma mère faisait des ménages chez les gens bien, voilà, on lui mettait la main au cul. Quand elle a rencontré des voyous et des gitans, on lui mettait pas la main au cul. On la respectait. On est en guerre depuis le départ, contre des gens qui ne nous respectaient pas. Des gens qui me disaient, ta mère c'est une pute. C'était une histoire d'amour, c'était pas une pute. On est en guerre parce que quand elle a accouché, les sages-femmes, bonne sœur, elle devait accoucher le 12 novembre, lui ont dit, vous avez fait une faute, il faut souffrir. Ils l'ont laissé souffrir 2 jours de plus, en lui disant, vous avez fait une faute. Et ma mère a dit, mais quelle faute? Ben, vous avez fait une faute, vous avez fait un enfant hors du mariage avec un père qui n'est pas là. Donc il faut que vous souffriez, il faut que vous payiez ce truc-là. Ça, quand je l'ai su moi, ça m'a... Je sais pas, c'est une injustice qui passe pas. Et après, dans mon enfance, la bâtardise, que ça fait bizarre de dire que c'est une souffrance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est fréquent, tu vois. Mais à l'époque, dans un petit village, c'était très violent. C'était des coups, des copains, c'était va te plaindre à ton père, t'en as pas, c'était les instituteurs, les profs qui n'étaient pas très très sympas. C'était la majorité au fond, c'était la majorité qui vous empêchait de vivre, ou en tout cas qui vous reprochait l'ordre établi. L'ordre établi, mais est-ce que aujourd'hui... Ma mère était légère en plus. Aujourd'hui, à Patrick Sébastien, vous êtes le roi de l'audience, vous êtes arrivé à faire des scores invraisemblables, vous avez été vu, le Grand Bluff c'était 17 millions de téléspectateurs, le record à part la finale de la Coupe du Monde de football. C'est marrant, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ceux qui
ceux contre qui vous êtes en guerre, c'est aussi votre public. Ah non, c'est pas cela. C'est la majorité. Non, moi j'ai un public, je le connais, mon public. Quoi que je fasse, il me suit. Oui, mais parce que c'est vous, parce qu'il y a un rapport d'homme-homme maintenant. J'ai des vrais ennemis, c'est ici, c'est dans ceux qui commandent, dans ceux qui décident. Pas dans les autres. Les autres, par exemple, les gens sont surpris par mon écriture aujourd'hui, mais il y a un paquet de gens qui ne sont pas surpris du tout, ils me connaissent depuis longtemps, ils me suivent. L'image, la caricature que j'ai bien poussée, hein, cette caricature, elle existe, mais on en reparlera après si tu veux. Europe 1, 10h, 11h. Regarde les hommes changer. Patrick Sébastien, j'ai l'impression que depuis le début, on vous dit que vous venez pas du même monde. Et même au rugby, hein, vous les avez emmenés, le club de Brie, vous les avez emmenés en finale de la Coupe d'Europe. Ouais, puis un an après, ils nous crachaient dessus, les gens. Enfin, pas les gens, encore une fois, pas les gens. La bourgeoisie locale, qui supportait pas qu'on réussisse. Les jalousies, c'est important. Ce que vous appelez la bourgeoisie, c'est l'establishment, c'est les gens établis. C'est les gens établis. C'est dans une petite ville, celui qui vient d'une famille, qui est notaire, qui est, je sais pas, enfin, parce que c'était prestigieux, tu vois. La télévision, c'est vous l'ordre établi. Ah non, je suis pas l'ordre établi du tout. Mais pourtant, quand on fait 10 millions toutes les semaines, il me parle pas. Avec Sébastien, c'est fou, on est l'ordre établi. Mais attends, le plus grand cabaret du monde. Le plus grand cabaret du monde, le directeur des programmes, il a jamais mis les pieds sur mon plateau. Jamais. J'ai de temps en temps un petit message pour me dire que c'était pas mal, mais il me parle pas. Je suis pas, je sais pas comment te dire. Je suis pas dans le. Je me plains pas, hein, ça me va. Moi, du moment que je peux faire ma télé, que je peux parler aux gens qui m'intéressent, parce que je crois que les gens s'identifient parce que j'ai jamais nié mes défauts. Je fais partie des gens qui sont bourrés de défauts, comme tout le monde. J'ai des défauts, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je les accepte. Après, tu as les jaloux chroniques qui vont démonter tout ce qui existe. J'essaie de faire de mon mieux, et comme je fais beaucoup de choses, c'est pas toujours bien. Mais ça fait partie de ma survie aussi de faire plein de choses en même temps. Ça, c'est mon vrai moteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si tu te rends compte, je fais de la radio, je suis président du club de rugby, je fais de la télé, j'écris mon truc, je joue ma pièce, j'écris mes chansons. C'est une espèce d'overdose qui me permet surtout d'oublier que ça va trop vite et que je suis désespéré par le... On en a parlé, je crois, un jour ensemble. L'intelligence, c'est terrible, la lucidité. C'est affreux. Vous en plaignez ? C'est affreux. Moi, il y a des moments où je suis d'une lucidité extrême, mais j'ai envie de me filer une balle dans la tête quand je vois ce qui m'entoure. Tu vois ? Et c'est vrai que j'ai un discours d'amour. Mon film, c'était ça. Mes bouquins, c'est ça. Mes émissions, c'est ça. J'ai un discours d'amour où ils se foutent de ma gueule ici. Et c'est juste pour échapper à la lucidité ? C'est une sorte d'antidote à la lucidité ? Je crois vraiment que l'amour, je m'entends, hein, l'amour c'est pas je t'aime, tu m'aimes, écarte les cuisses, à quelle heure on a rendez-vous, je prends mes enfants dans mes bras. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est pas non plus, Patrick Sébastien, j'aime tout le monde, j'aime les 17 millions de gens qui ont regardé mon émission hier. J'aime tout le monde, c'est j'aime les gens qui sont capables de donner. Parce que j'ai appris à la mort de mon fils, par exemple, quand mon fils est mort, je pouvais plus marcher, je pouvais plus rien faire. Et j'ai appelé mon copain Carlos, un rigolo, mais le fils de Mme Dolto, je vais dire. Un rigolo à qui j'ai dit, viens me remplacer ce soir, parce qu'on avait un spectacle avec 10 000 personnes. Parce que je peux plus marcher, je peux plus y aller, ce qui était normal. Et il m'a dit, je peux venir, mais je viendrai pas. Je suis à 50 km, je peux venir, mais je viendrai pas. Tu vas y aller, toi. Tu vas donner de l'amour aux gens, et ceux qui vont te renvoyer va te tenir debout. Il m'a sauvé la vie. Il me dit, si tu t'assois dans un coin et que tu attends qu'on te plaigne, tu ne t'en sortiras jamais. Donc, je suis monté sur scène, j'ai donné cet amour, et j'ai compris un peu plus ce jour-là que le fait de donner, ce que je fais en permanence, me tient debout. À 55 piges aujourd'hui, je suis dans un métier difficile. J'ai bu des drames, mais je bois pas, je me drogue pas. Vous buvez plus. Je bois plus. Oui, mais c'était il y a 25 ans. Je bois plus, je me drogue pas, j'ai pas de psy, je prends pas de tranquillisant. Et je tiens avec ça, avec cette force d'amour. Par contre, j'ai fait beaucoup le ménage sur ceux qui m'aiment pas. Je les méprise pas, mais je parle pas avec eux, je les mets en dehors. J'essaie de fonctionner qu'avec des gens où on s'aime bien. Et c'est pas si mal que ça, c'est assez intéressant. Et le message que je veux faire passer, et que je retrouve plein sur les blogs, que je retrouve dans la vie, parce que je pense qu'on est plus nombreux à penser comme ça, c'est que la vie, c'est pas chacun pour sa gueule. C'est que bien sûr, il y a des gens qui méritent plus que d'autres. Moi, je suis pas capable de conduire une Formule 1, je comprends très bien qu'un mec qui fasse... Tu vois ce que je veux dire ? Mais on peut partager aussi. C'est pour ça que j'aime pas le système actuel. Patrick Sébastien, par 2 fois, vous le racontez dans Tu m'appelles en arrivant, vous avez failli
basculé dans la voyoucratie. Il y avait beaucoup de voyous autour de votre mère qui était à une époque où elle tenait ce snack bar, le Turenne à Brive. Ils faisaient partie. Mais je peux y basculer encore. Et plusieurs fois, vous avez failli basculer, en particulier au tout début de votre carrière, mais aussi et plus gravement au début de votre succès, où vous étiez à Pigalle tous les soirs. Et vous étiez tenté les 2 fois, c'est votre mère qui vous en a empêché. La première fois par un coup de téléphone, la deuxième fois par un truc incroyable. Ouais. Est-ce que vous voulez bien le raconter? Non, mais parce qu'on était empêché de basculer là-dedans. Parce qu'on était quand même intègre au départ. Et puis, non, on avait un vieux truc, c'est voler des voleurs, c'est pas voler. C'est rétablir l'ordre de voler des voleurs. Non, j'ai failli basculer parce que... Mais c'est pas dit que j'y bascule pas encore. Parce que ma mère me disait, elle a raison, on est tous égaux devant l'injustice. Et que cette voyoucratie-là avait de l'élégance. Je parle pas de celle d'aujourd'hui, elle a beaucoup changé. J'ai vu changer tout ça. J'ai vu arriver la cam, fort. J'ai vu arriver plein de choses, des gens prêts à tout. Dans le bouquin de Zarkane, j'en parle beaucoup. D'ailleurs, les gens me disaient, mais comment tu peux écrire ça? T'es documenté ou quoi? C'est vrai que il y a eu des années Pigalle où, effectivement, j'ai traîné là-haut, j'ai sorti une nana de son travail pour lui redonner une vie normale. J'ai croisé beaucoup de gens, j'ai croisé Messrine, j'ai croisé les vedettes de l'époque, les stars de l'époque, croisé simplement. Et je me suis aperçu que c'était un milieu où il y avait... Moi, ce que j'aimais dans ce milieu, c'était les valeurs de l'époque, c'est-à-dire la parole donnée. Ça existait. Et puis ils sont en guerre contre la bourgeoisie aussi. Ouais, mais aussi, comme vous. Mais il y en a un qui m'a dit un jour, tu comprends mon petit, si je suis tombé là-dedans, c'est que j'avais pas le choix. Bien qu'on ait toujours le choix, je suis le dernier d'une famille de 8 enfants, j'ai pas de thune, toi t'as le choix, alors reste pas là-dedans. Et la manière dont ils me l'ont fait comprendre, oui effectivement, le truc que je raconte, que je voulais pas forcément raconter, parce qu'il y a plein d'autres choses que je ne raconterai jamais, mais celle-là, c'est vrai que un soir, il y a 2 mecs qui m'ont dit qu'on allait faire la fête et qui en fait m'ont filé dans un coffre. C'est pour ça que je suis claustro, que je prends pas les ascenseurs. Ils m'ont filé dans un coffre à côté d'un mec qui était un peu... Ils vous ont enfermé dans le coffre de la voiture avec un type même qui était déjà enfermé dans le coffre. Voilà, et ils m'ont amené en banlieue, parce que ça se faisait beaucoup à l'époque de cacher des mecs dans les fondations des maisons. Et ils ont fait un trou. Et ce mec, il avait fait des trucs pas bien, d'ailleurs. Et en fait, les mecs qui étaient aux commandes de ça, c'est des gens que je connaissais. Et qui m'ont dit, petit... Tu veux rentrer dans ce milieu-là, on va te faire voir dans ce qu'il a de plus abominable. Et on va voir si t'es fait pour ça. J'ai gerbé partout. Vous avez assisté à une exécution? J'ai assisté quelques secondes à un mec qu'on fout dans un trou et à qui on met du sable dessus alors qu'il est encore vivant. Et c'était pas... Bon, c'était leur truc, mais moi, on m'a dit, voilà, ça te plaît ça? Et j'ai dit non, et je tremblais, et le mec m'a dit, ben voilà, on t'a fait assister à ça pour t'expliquer que c'est pas comme dans les films. Les films, c'est les films. Et la réalité, c'est ça. Et c'est la réalité. Et ces types-là, c'est quand même votre mère qui vous les a envoyés. Hein. Elle a jamais avoué, mais je pense que oui. Elle a jamais avoué, mais je pense qu'elle a dû dire à ces mecs-là, donnez-lui une leçon. C'est ce qu'ils ont fait. C'est une belle leçon. Hein. Donnez-lui une leçon, mais sans lui faire de mal, puisqu'elle m'aimait. Ils pouvaient pas me donner une plus belle leçon que ça, que d'assister à quelque chose d'abominable, parce que c'est vrai que on fantasme. C'est bien les voyous, c'est Gabin dans le Pacha qui dit ça fait relire les bourgeoises, ça fait rêver le mec moyen, mais c'est pas un bon milieu. Je comprends que les mecs y aillent quand ils ont rien d'autre, mais quand, comme moi, on avait autre chose, c'est vrai que c'était pas ma place. Mais je garde quand même des relations très sympas avec des mecs de l'époque qui sont des mecs de parole, qui sont des gens de... Ça a beaucoup changé. Il y en a beaucoup moins maintenant. Hein. Mais les voyous ils sont sur Internet. Maintenant, ils volent autrement. Ils cassent plus les banques. Ils font plus travailler les filles. Hein. La cam est partout. Patrick Sébastien, vous avez fait vos débuts d'imitateur dans le snack bar que tenait votre mère à Brive. Comment est-ce qu'on découvre qu'on a un talent d'imitateur? C'est pas naturel comme ça, tout à coup d'imiter les voix. Personne ne le fait. Il n'y a que les imitateurs, on a l'impression qu'ils y pensent. Non, franchement, il y a un truc, c'est que quand je regarde en arrière... Je sais pas, j'ai 55, 56. Je sais même pas ce qui m'est arrivé. J'ai toujours l'impression que je vais me pincer. Je vais me dire, réveille-toi, t'es à Brive, t'es dans le snack bar et tu vas... Parce que c'est vrai que pendant longtemps, j'y avais jamais pensé. Hein. Ça vous est arrivé vers 20 ans. Hein. Ouais, j'en faisais un peu quand j'étais petit. Je sais pas, je pense que tout ça, c'est écrit. Je devais faire ça, je sais pas pourquoi. Je me suis mis à aimer certains artistes au point de rentrer dans leur peau et de les imiter. Donc il fallait que je commence par quelque chose. Je voulais à 20 ans... Enfin, à 16 ans, j'étais très lucide sur le futur. Je pense que, d'ailleurs, ma base de vie, c'est moi à 16 ans. C'est-à-dire que je pense qu'à 16 ans, on n'est pas pollué par l'après, et on a toute la fraîcheur de l'enfance, on commence à réfléchir. Et je pense qu'à ce moment-là, entre 16 et 17, je pense que c'est là où on est le plus lucide. Et je me suis toujours dit, si le môme de 16 ans, quoi qu'il se passe, te croise
si je me croisais là maintenant, il faut que j'ai jamais envie de me cracher dans la gueule, et je te jure que ce môme de 16 ans me cracherait pas dans la gueule. Je serais assez fidèle à lui. Europe 1. Frédéric Tadei. Patrick Sébastien, vous avez poussé le métier d'imitateur très loin jusqu'à l'imitation physique, ce qui n'était pas forcément le cas de votre prédécesseur. Les premiers Thierry Leluron ne travaillait pas spécialement Les là-dessus. tout premiers imitateurs, Claude Véga, André Aubert, étaient des gens qui prenaient le physique des gens. Et en fait, moi, j'ai fait de l'imitation, non pas pour me moquer. Thierry se moquait. Et puis, il y a beaucoup d'imitateurs qui se moquent des gens. Moi, c'était un moyen pour moi d'exprimer des choses à travers la personnalité des autres. Je ne sais pas si je suis assez clair. D'ailleurs, souvent, c'était des morts. Hein. Vous preniez Bourvil était mort déjà. Ouais, mais Rému me permettait de faire des belles choses. Coluche me permettait d'être agressif. C'est-à-dire que je ne me suis jamais moqué de Coluche, moqué de Rému, moqué de Bourvil. Je me suis servi. C'était comme raconter l'histoire en bande dessinée, tu vois, pour faire passer plein de choses. Quand je faisais Simone Signoret, j'essayais de dire des choses à moi. Donc moi, ça a été un véhicule, l'imitation, plus qu'une moquerie. Au départ, l'imitation, ça s'appelait des copieux au Moyen-Âge. C'était très joli comme mot, des copieux. Et c'est des mecs qui refaisaient, qui se moquaient, qui accentuaient les traits, etc. Mais moi, je m'en suis servi autrement, jusqu'à aller à ce qui me paraît... Je peux pas aller plus loin que ce que j'ai fait dans de l'autre côté du miroir, où je me suis fait le physique, la voix. Alors c'était une aventure formidable. Par exemple, on prend Hugo Frey, je me faisais le physique d'Hugo Frey, la voix d'Hugo Frey, j'écrivais une chanson, paroles et musique, dans la famille d'Hugo Frey, on le faisait venir, le rideau s'ouvre et il se voit chanter. Il se voit chanter une chanson qu'il n'a jamais entendue. Et après, on faisait un face-à-face entre celui que j'étais moi, donc le Hugo Frey connu, et l'homme. Et ça fait des trucs passionnants. C'est qu'Hugo Frey m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais je comprends pourquoi ça marche. Je me trouvais pas beau, mais maintenant j'ai compris que je suis beau. Enfin, il y a eu des moments... Pour moi, ça a été extraordinaire. Il y a eu des moments d'une violence terrible. Quand je fais Gainsbourg avec Dany, et que Dany peut pas partir, et qu'elle me dit j'arrive bientôt, quoi. C'est violent, quoi. C'est violent et c'est pas drôle. Ah non, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas eu de succès, parce que normalement vos grandes idées, elles ont eu du succès parce que c'était toujours drôle, même si c'était très fort comme idée. Pas forcément drôle, mais c'est tout ce paradoxe où, par exemple, on croit que je suis un fêtard qui monte sur les tables et qui fait la java tous les soirs. Il n'y a pas plus solitaire que moi. Je dors avec des boules caisses à la campagne. Aujourd'hui, mais vous avez passé des années, vous le savez bien, à écumer tous les bars et les boîtes de nuit de France. Je me suis fait plaisir. Je ne le reproche pas. Mais j'ai réagi. Ne faites pas le coup du solitaire. Non, mais aujourd'hui, oui, depuis un bon moment. Mais j'ai adoré monter sur la table et montrer ma bite à tout le monde. Mais ça, c'est donc, vous voyez, on l'a pas inventé. C'est ce que je dis. Non, pas du tout. Ah non, mais c'est un truc de gamin de 16 ans. C'est-à-dire, quand je faisais les galas, par exemple, tous les soirs, c'était une troisième mi-temps. C'est là où je picolais, où je me couchais à 8h du matin avec un croissant de cognac et la découverte du jour, pour lesquels j'ai toujours eu énormément d'estime d'ailleurs, et où je garde beaucoup d'amitié et des relations formidables avec plein de gens que j'ai croisés, où on s'est amusé. Ce que ma mère m'avait appris, ce que j'explique dans le bouquin, en gardant les limites. La déglingue, d'accord, la porcherie, jamais. La porcherie, c'était inacceptable pour elle. Mais elle est où la limite, Patrick, selon Patrick Sébastien? La limite, elle est dans de drôles de choses. La limite, c'est le respect des gens. C'est qu'on force jamais les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est qu'on respecte les gens, on n'insulte pas les gens, on les traite pas mal. Avec la gueule que j'ai, toutes les jeunes filles que j'ai connues, il fallait bien que j'ai autre chose. Et puis tu peux pas avoir tout ça, partager des choses comme ça avec tous ces gens-là, si tu n'es qu'une bête à faire ouais putain c'est super et alors sauter dessus comme un bœuf, ça n'existe pas. Il nous fallait beaucoup de jardins secrets, on en a beaucoup. Et donc ça va avec, mais il y a une manière, tout ça, il y a une manière d'arranger tout ça. Les troisièmes mi-temps, c'est légendaire, les troisièmes mi-temps, mais c'est beaucoup plus fin qu'on pense. Moi j'ai passé des nuits entières avec des mecs à refaire des matchs, à parler de choses d'une beauté extraordinaire. Quand t'as en face de toi un gros rugbyman de 120 kilos qui pleure parce que sa gonzesse est partie et que tu sais pas comment faire, tu lui dis il me dit je peux pas me passer d'elle. Il me dit je lui dis avant de la connaître tu pouvais te passer d'elle. Et lui il me dit avant je l'attendais. Tu tombes, tu pleures quoi. Et c'est ça, c'est ces gros nounours qui viennent te pleurer sur l'épaule. C'est la vie. Et puis j'ai la chance d'avoir la faculté d'adaptation, c'est-à-dire que je me sens aussi bien dans un bar de pute à 6h du matin au bal de la Rose à Monaco. J'ai la chance de pouvoir aller dans les deux. Et quand on est imitateur, il faut forcément être caméléon.
Ben ouais, mais ça m'a appris énormément, ça. De me frotter c'est-à-dire au vrai grand luxe. Je vais souvent à Monaco. Il y a des gens que j'adore. Et je me suis aperçu que c'était les mêmes que dans les bodegas. Avec les excès, avec les douleurs. Le costume n'est pas le même. La culture n'est pas la même. Mais il y a des fourbes, il y a des mecs bien, il y a des chagrins d'amour. Le problème de la suffisance et de la guerre un petit peu que j'ai avec l'élite qu'il y a ici, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans cette élite qui sont persuadés que leur chagrin d'amour à eux est moins beau que celui de la charcutière de Vierzon. C'est le même. Mais ils sont persuadés que eux, c'est plus beau, que c'est plus noble. Chagrin d'amour, c'est tous les mêmes. Et on a tous ses propres critères, Patrick Sébastien. À un moment, vous êtes assez sévère avec ce qui est devenu la télévision depuis quelque temps. Vous dites, dans ce livre, vous dites le divertissement est devenu honteux. La mode est aux émissions culturelles. C'est le nouveau concept du service public, faire de la télé pour ceux qui ne la regardent pas. Mais toi, je l'ai pris pour moi. Ah non, pas pour toi. C'est pas pour toi. Mais tu la connais, cette culture suffisante. Tu ne fais pas une culture suffisante. Pivot ne faisait pas une culture suffisante. Tu es intéressant, tu as apporté les gens. La culture que je n'aime pas, c'est la culture qu'on assène. Elle ne s'assène pas, la culture. Moi, j'ai une bonne culture générale. Je ne suis pas extraordinaire. Vous avez d'ailleurs gagné Question pour un champion. 3 fois. Non, et puis quand quelqu'un m'emmerde, je lui parle de la caverne de Platon. Parce que c'est un peu ça, d'ailleurs. Le milieu de la télé. C'est un peu la caverne de Platon, que tu dois connaître, cette espèce de... Moi, je ne suis pas aussi cultivé que vous. Je vais te dire, non, mais la caverne de Platon, ça correspond, j'y pense, parce que mon prof de philo m'avait dit, tu verras, ce truc-là, il te suivra partout. Et c'est vrai que ce mec est dans une grotte avec le feu et les ombres qui passent sur le mur et qui s'imagine que la vie à l'extérieur, c'est les ombres qui passent sur le mur et pas les vrais hommes, c'est un peu ce qu'on a dans notre télé à nous. Alors, je suis pas contre la culture, bien au contraire. Moi, Dardar, ce que tu as fait, ça me passionne, ça me fascine. Ça, c'est l'intelligence. Tu sais, Dard, qui était un de mes maîtres à penser, dit c'est avec les gens intelligents qu'on déconne le mieux. Il a raison. Mais quand la culture est suffisante, quand elle est assénée, c'est-à-dire qu'on tape sur la tête des gens en leur disant il faut que vous cultivez. Vous êtes des cons. Voilà, en gros, vous êtes des cons. Et on va vous expliquer comment être intelligent. C'est pas comme ça. Moi, j'ai des mecs dans les bodegas. Tu vois, des pochetrons à 6 heures du matin, il y en a qui viennent me voir qui me fait oh là, ton numéro là, du cabaret, là, de la danseuse, là, une espèce de chorégraphie digne de Arte, ça m'a fait pleurer. Ça l'a touché parce qu'il y a eu une émotion. J'ai pas eu besoin de lui faire rentrer dans la tête à coups de marteau. Je pense que il faut être intéressant. Tu es intéressant dans ton concept, toi. Mais cette culture... J'attendais pas des compliments. Non, mais... Je vous en remercie. Mais... Non, mais cette culture qu'on assène, elle me gave parce que c'est la suffisance qui me dérange. C'est la suffisance parce que je suis un vrai humaniste. Donc je considère on se vaut tous. On se vaut tous. Un spermatozoïde n'en vaut pas un autre pour moi. On n'est pas plus qu'un autre, tu vois. Mais il y a des œuvres qui sont supérieures à d'autres. Il y a des œuvres d'art qui sont plus émouvantes que d'autres. Ça dépend des goûts. Il y a des gens qui vont craquer devant quelque chose. Moi, quand je craquais pour Corot, il y a des mecs qui me disaient « mais t'es un abruti. C'est trop simple. » Tu vois ? Moi, j'aime Dali. J'aime un peintre qui s'appelle Vizzini. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un truc. Tu vois, je vais te faire connaître. C'est Boujna qui m'a fait connaître ça. C'est des tableaux très géométriques. Il y a toujours une petite fenêtre avec la mer au fond et tout ça. Bon, ça me parle parce que ça me parle de mon enfermement et de la fenêtre qu'on ouvre. Mais c'est très subjectif tout ça. L'art, il est subjectif quel qu'il soit. Donc on peut pas dire. Moi, j'aime pas quand on dit ça, c'est pas bien. Alors, comme tu disais au début, que tu dises moi, je n'ai pas aimé. C'est pas ma tasse de thé. Mais j'aime pas quand on dit tout ça. Moi, le mépris. Pardon de vous interrompre, Patrick Sébastien, mais pourquoi n'avez-vous pas autant de tolérance en politique, par exemple Je suis pas d'intolérance, j'aime pas. Vous êtes très anti certains hommes politiques et très pro d'autres. Je suis pas anti. Au nom de quoi Non, je suis au nom de l'humanisme, toujours. Je suis pas anti. Non, au nom de Patrick Sébastien. Sérieusement, je pense, mais ça c'est que mon avis. Je pense sérieusement que Sarkozy, que je connais bien, pour plein de raisons, je pense que Sarkozy, avec un poil d'humanisme en plus, serait le plus grand président qu'on ait jamais eu. La manière dont il se démène, les capacités qu'il a à faire les choses. À part que le spectacle qu'il donne par moments est indécent, à part qu'on laisse beaucoup trop de monde sur la route, à part qu'on endort, à part que cette société de politique média qu'il a lancée, pour moi, me gave parce que je vois des gens, je sais ce que c'est que de faire de la promo, de passer les journées en radio, maquille, etc. Ils font que ça. Je les vois sur LCI, sur iTélé, à la radio, à la télé. Et il y a des... Et je leur reproche, parce que là, j'étais ami de Chirac, mais d'un point de vue purement humain. J'avais de l'admiration pour Mitterrand.
Je trouve qu'on n'a pas d'homme d'État. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez bien que là, c'est vous, c'est Patrick et Sébastien qui décrètent ce qu'est le bon goût et le mauvais goût. Ah non, c'est-à-dire d'opposer Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy ou François Bayrou, pour qui vous avez de la sympathie également. Non, je décrète rien. Non, j'ai de la sympathie pour Villepin. Voilà, Villepin. J'aimerais, mais ça c'est mon goût à moi, comme d'autres aiment que ce soit Ségolène. Mais moi, quand je vois le spectacle de Ségolène, je suis affligé. J'ai pas envie d'un homme politique à qui je tape dans le dos. Mais ça, c'est mon avis, encore une fois. Pourtant, c'est vous qui, le premier, avez tapé dans le dos des hommes politiques à la télévision. Je m'en veux. Non, mais c'est vrai, vous avez mélangé la politique et le showbiz. Vous avez été des Parce premiers. Que ça n'existait pas. C'est chez vous que Lionel Jospin est venu chanter. Oui, tout à fait. J'étais le premier à mélanger le spectacle. Enfin, le premier, il y a Daniel Gilbert qui a fait jouer de l'accordéon à Giscard. Mais j'ai fait venir Chirac, j'ai fait venir Defer, j'ai fait venir Jospin. C'était une fois par hasard dans un domaine artistique. Là, aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas fier. Finalement. Frédéric Tadei regarde les hommes changer sur Europe 1. Patrick Sébastien, dans votre livre, vous dites les hommes de pouvoir, et vous y mélangez les politiques et les hommes de médias, ont cadenassé la pensée. Ils sont devenus des tyrans ordinaires. En quoi n'êtes-vous pas, vous, un tyran ordinaire, y compris quand vous nous dites que vous êtes copain avec Chirac ou que vous n'aimez pas Sarkozy? C'est une tyrannie comme une autre. Mais le problème, c'est que je décide de rien, moi. Moi, je décide pas de l'avenir des autres. Moi, je suis un clown. Mais vous essayez de l'influencer avec cette chanson, par exemple. Si tu pouvais fermer ta gueule, elle est surtout pour moi, au départ. Vous êtes sûr? Ah oui. Au départ, c'est parti pour moi. C'est quelqu'un qui me l'a dit au bureau, je dis, je vais en faire une chanson. Alors, je vais dire à certains qui nous gouvernent de le dire, mais je me le dis surtout à moi. Non, la différence, c'est que moi, je n'ai pas de pouvoir de décision. Non, mais vous avez un pouvoir d'influence comme les hommes de médias. C'est bien pour ça que vous les mettez dans le même sac, d'ailleurs, dans ce livre. Vous avez raison de dire que c'est le même pouvoir. Pas tant que ça. C'est un pouvoir. De dire que beaucoup de journalistes sont à la solde du pouvoir, oui. Et que c'est dangereux pour une démocratie. C'est mon avis. Je trouve que notre société manque de mesure. Vous dites la pensée cadenassée, c'est qu'elle manque carrément d'esprit critique, elle manque de pensée. Est-ce que vous croyez que c'est juste une question de qui est le président de la République? C'est ça qui changerait tout? C'est une question de société, c'est une question de gros groupes. Aujourd'hui, les cinéastes eux-mêmes, les scénaristes sont en train de se plaindre, et ils ont raison, parce que quand tu veux faire un scénario de film, le film étant acheté par la télé doit passer à 20h50 et tu ne peux plus développer de l'agressivité comme tu l'as développé avant. Les scénaristes se plaignent d'ailleurs en ce moment, on leur raye des trucs, on leur dit ça non. Ça, c'est toute la question de la liberté de l'art. Mais vous, en quoi est-ce que vous avez libéré la pensée? Vous êtes, encore une fois, j'entends, vous êtes le roi de l'audience. Que ce soit sur TF1 autrefois ou sur France 2 aujourd'hui. Le roi. Vous êtes un des plus forts. J'ai mon petit domaine. En quoi vous nous avez libéré? J'ai rien libéré du tout. J'ai même peut-être participé à l'endormissement, on va savoir. C'est ce que je voulais savoir. J'en sais rien. Mais vous n'êtes pas posé la question. Je me la suis posée. Cette question, elle est importante pour vous. On n'est pas en train de parler de quelque chose, c'est au cœur de votre réflexion. Je glisse tout le temps dans mes émissions des petits mots, effectivement, et tout ce que je glisse dans mes émissions, ça tend à dire aimez-vous les uns les autres, ça tend à dire regardez-vous différemment, ça tend à dire soyez tolérants. Ce que j'explique dans le livre, je supporte pas la souffrance des autres. La mienne, je m'en bats les couilles, c'est pas grave, je fais avec. Mais la souffrance des autres me touche. Et j'essaie, dans mon discours, dans mon divertissement, d'expliquer qu'il faut mieux se regarder, etc. Voilà, c'était Patrick Sébastien, c'était notre dernière rediffusion de l'été. Bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la rentrée de Regarde les hommes changer. Notre invité sera Frédéric Becbédé. Merci Frédéric Tadei. À samedi prochain, 18h15. Samedi sur Europe 1 à 10h. Vous retrouverez à cette même place Michel Field et Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et dans un instant après le flash, c'est Anne Romanoff. Il est beau, discret, voyageur dans l'âme, toujours là quand vous avez besoin de lui. Et en plus, il est disponible pour seulement 349 € à la Fnac. Lui, c'est Acer Aspire One 751H52BW, un mini PC ultra mobile équipé d'un grand clavier et d'un écran confortable de 11,6 pouces. La perle rare. Il sera le compagnon idéal de tous les globetrotters. Du 19 août au 12 septembre à la Fnac, rencontrez l'ordinateur idéal pour le meilleur et pour le prix. Fnac, agitateur de curiosité. Dans Art et Décoration, 18 pages spéciales chambre d'enfant bourrées de charme et d'idées. Et les douches, généreuses, spacieuses, somptueuses. Vous allez découvrir le véritable bien-être. Et en cadeau avec Art et Décoration, le supplément Cava Vin. Le top des armoires intégrables, un shopping autour du vin et nos bonnes adresses. Les beaux intérieurs ont un secret. Art et Décoration.
C'est un monde tout proche du nôtre et pourtant méconnu. Aujourd'hui, découvrez sa beauté et ses mystères. Plongez comme si vous étiez au cœur même des océans. Jean-Michel Cousteau présente Voyage sous les mers 3D. Une fabuleuse odyssée sous-marine en 3D relief, racontée par Marion Cotillard. Suivez-moi. Voyage sous les mers 3D, le 26 août au cinéma. Uniquement dans les salles équipées 3D. Un film Europe 1. Douillette, coquette, guirette, chébute, profite.